Alexandre Moranville-Ouellette. Il circule au travers de l'autoroute de l'information, sans dérapage ni accrochage. C'est un dossier des plus intéressants qui débute aujourd'hui dans le Journal de Montréal, mais qui s'échelonnera durant la fin de semaine. Projet de documentaire qui rapporte un peu les lacunes de nos Airbnb. On a passé des lois censées être assez sévères l'an dernier, mais qu'est-ce qu'il y en est sur le terrain? Pas grand-chose, si on en croit le dossier de notre collègue Dominique Cambron-Goulet, qui est journaliste d'enquête, bien sûr, au Journal de Montréal. Salut, Dominique. Salut. Ouais, c'est pas aussi efficace qu'on voulait le faire croire? Pas vraiment, non. En fait, si on recule quelques années, il y a quelques années au Québec, c'était les villes qui étaient vraiment responsables de gérer tout ce qui est la location court terme, ce qu'on appelle du Airbnb, mais non, il y a d'autres plateformes aussi maintenant, là, VRBO et d'autres. Donc, c'était les villes qui étaient chargées de ça. Et là, ce que ça faisait, c'est qu'il y avait certaines villes qui interdisaient dans certains secteurs. À Montréal, c'était, par exemple, dans le Vieux-Montréal, c'était interdit. Là, il y avait certaines rues, c'était permis. Saint-Denis, Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Là, dans d'autres endroits complètement interdits, certains arrondissements. Là, c'était comme le fouillis total. Et Québec est arrivé avec un projet de loi où a dit, là, les villes, pour tout le monde, ça va être permis dans sa résidence principale. OK? Mais si vous voulez l'interdire, vous pouvez complètement, mais de facto, c'est permis dans sa résidence principale. Et là, ce que on a vu depuis que ça, c'est permis et que donc la règle a été, disons, la même un peu partout au Québec, c'est qu'il y a des gens qui vont demander des permis de résidence principale, mais ils habitent pas là. Oui, mais stratagème classique, donc, pour avoir plein d'immobilier puis tout reconvertir ça en Airbnb, ce qui est exactement ce qu'on essaie de ne pas faire là, avec la crise du logement actuel. Mais exact. Puis là, ce qu'on voit, c'est que dans des quartiers, mettons à Montréal, où c'était interdit il y a quelques années, où ce serait interdit d'avoir un Airbnb commercial, donc d'acheter un bloc et de dire, tous ces logements-là, ils sont disponibles en location court terme, je prends un permis similaire à un permis d'hôtel parce que ce n'est pas permis dans certains secteurs. Bien là, les gens vont se tourner vers cette option de résidence principale, demander des permis et les obtiennent. Et là, ils peuvent louer sur Airbnb, donc avec cette appellation de résidence principale. Mais le problème, de ce que je comprends, c'est que aller chercher le permis, c'est un peu facultatif, j'imagine? C'est pas facultatif, les gens... Sur papier. En fait, ce qui arrive, c'est que depuis l'incendie là, dans le Vieux-Montréal, on a quand même beaucoup resserré les règles. Là, tout le monde qui affiche sur Airbnb doit avoir un numéro d'enregistrement valide. La plateforme vérifie que le numéro est valide. Donc, les gens obtiennent des permis pour la plupart. Là, il y a encore des annonces qu'il n'y a pas de numéro, mais elles sont très, très rares et peu nombreuses depuis l'incendie qui a fait 7 morts quand même dans un Airbnb. Donc, on a quand même réagi de ce côté-là. Mais là, ce qui arrive, c'est que les gens, ils obtiennent le permis sous de fausses prémices assez facilement. Donc, on a des gens qui viennent et qui disent, moi, je réside à tel endroit, mais au final... ils n'habitent pas là. Et la définition de la résidence principale dans la loi sur l'hébergement touristique, elle est beaucoup plus stricte que les autres définitions de résidence principale qu'on peut avoir au Québec, parce qu'elle dit il faut que ce soit là où vous centriez vos affaires, vos activités familiales et sociales. Donc, il faut vraiment que tu habites là. Il n'y a pas de demi-mesure de genre, là, je déclasse ça parce que là, tu sais, des affaires fiscales, puis gna, c'est là que j'ai mon permis de conduire, mais en fait, j'envoie mes taxes ailleurs, puis peu importe, là, on sait qu'il y en a qui ont des comptables très, très créatifs, là, dans la vie. Mais là, ce n'est pas une question comptable, c'est vraiment une question de habiter là. Ouais, et là, ça devient déprimant au moment où tu rapportes des histoires plus concrètes, là, entre autres, ce qu'on a vu et revu encore avec la pénurie de logement puis la crise du logement en général, des évictions, des rénovictions, puis il y a des gens qui sévissent, des propriétaires qui sévissent à répétition puis à plusieurs endroits aussi pour évincer des locataires, monter le loyer en fou, puis évidemment, faire des Airbnb. Exactement. C'est ça que ma collègue Anouk Lebel rapporte ce matin dans le journal, avec qui j'ai fait le dossier pour tout ce qui est la partie de Montréal. Et là, elle a parlé avec des gens qui, ils habitaient dans un logement, c'était locatif, ils pensaient habiter là longtemps, avaient un loyer 1230 par mois, c'était quand même assez grand, donc c'était quand même
belle option là, pour Montréal. Là. Et là, le propriétaire change et le nouveau dit, ben là, moi, je vais vous évincer. Donc, avis d'éviction. Là, ils contestent. Hein? Ils ont gain de cause devant le tribunal du logement. Et là, le propriétaire revient à la charge, dit non, là, finalement, je fais une éviction pour un autre motif. Et il leur dit à ces gens-là qui sont des étudiants, ben là, tu sais, vous pouvez contester encore, mais je vais juste arriver plus préparé la prochaine fois. Et là, il les pousse à bout. Et là, ces gens-là acceptent évidemment une compensation monétaire, 10 000 hein, pour quitter. Et puis, donc, ils partent. Et bon, il y a des rénovations qui se font dans leur logement, leur ancien logement. Et là, qu'est-ce qu'on voit pas? Hein, 1 an et demi après, c'est que là, ça se retrouve sur Airbnb et un logement qui paye à peu près 1 200 $ par mois est rendu 300 à 700 $ la nuit sur Airbnb. Et c'est loué par quelqu'un qui dit que c'est sa résidence principale. Ah, ben on s'entend que c'est un exemple type parfait de ce qui va mal dans notre système de logement en ce moment. Ben exactement. On s'entend, là. Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui perdent leur logement. Puis là, ces gens-là sont obligés d'aller ailleurs pour faire place à des touristes. Hein? Puis ces logements-là ne sont pas occupés, évidemment, pendant une certaine partie de l'année. Donc, on finit par avoir beaucoup de logements, là, des centaines et des centaines, qui sont transformés en Airbnb alors qu'on manque déjà de logements. Là. Les taux d'inoccupation sont faméliques en ce moment. Oui, puis on a aussi un exemple parfait de nos problèmes avec le tribunal administratif du logement, les délais qu'il peut y avoir autour de ça, la difficulté aussi pour certaines personnes de se représenter contre parfois des conglomérats, des groupes immobiliers qui ont les moyens de leurs ambitions puis qui vont écœurer. Là. Puis c'est un autre exemple qui était donné dans lequel ils ont comme baissé le chauffage ou fait des travaux, puis c'est devenu glacial dans un appart. Ben exactement. Là, un autre endroit pour pousser les gens à bout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé des travaux et là, il faisait 13 degrés dans l'appartement. C'est criminel dans mon livre à moi. C'est un crime qui est commis. C'est de l'intimidation, c'est des tactiques de mafieux là, pour évincer le monde de chez eux. Je trouve ça dégueulasse. Ben, tu sais, imagine, là, l'hiver, Hydro-Québec, ils peuvent pas légalement couper l'électricité parce que justement il ferait trop froid dans ton logement. Là, il y a des gens qui on le sait, ils payent pas leur facture à l'année longue puis rendu tu sais, ils se font couper au mois d'avril tout l'été puis là ça revient en septembre parce que justement il ferait trop froid et on a des systèmes qu'on a mis en place qui empêchent une société d'État de justement instaurer ce type de conditions-là à des gens, même s'ils ne payent pas. Et là, on a des propriétaires qui sont là et qui vont dire, ben regarde, là, on va faire des travaux majeurs. Alors, tu sais, là, l'exemple, c'est le chauffage ici, là, mais on l'a vu dans plein d'autres cas d'éviction ailleurs. Hein, on coupe l'eau. T'sais, je veux dire, c'est un logement pas d'eau, pas de chauffage. C'est des tactiques d'intimidation qui ressemblent à celles que les criminels font. Là. Je veux juste le souligner à quel point c'est dégueulasse, puis que nos systèmes de sécurité, étant donné, par exemple, dans ce cas-ci, le tribunal administratif du logement va faire de son mieux, mais c'est un organisme qui est lent. Les délais sont super longs. Des fois, excuse-moi, t'es dans ton logement, t'as pas d'eau d'électricité. Ouais, on va faire votre dossier, c'est dans 6 mois qu'on vous entend. Pardon? Tu sais, c'est des contextes comme ça qui poussent les gens à changer de logement, à baisser pavillon. Puis c'est dégueulasse parce qu'on voit que les méthodes de protection qu'on a, ben c'est pas des vraies méthodes de protection, elles sont juste là sur papier. Je prends un grand respire, Dominique. Demain, ça continue pour la fin de semaine, ce dossier. J'imagine que ça va me calmer, c'est plus réjouissant, il y a une partie positive qui s'en vient. Écoute, pas énormément, je te dirais. On va vous le dire. Donc, dans le fond, les principales stratégies que les gens utilisent pour justement prétendre qu'ils ont plusieurs résidences principales, par exemple. Donc, des gens qui sont en couple et qui vont en déclarer plusieurs. Hein? Donc, chacun une porte. Les deux membres d'un couple marié ne donnent pas la même adresse. Ah, ben. Et ce genre de stratégie-là. Mais, tu veux un point positif, hein? Là, les villes, là, on a parlé avec des villes, et là, ils se disent, non, mais on le sait qu'il y a un problème. Là. Puis là, ils disent, OK, là, on va essayer de trouver des solutions. Je me dirais qu'ils commencent les solutions. Ils sont peut-être pas rendus encore à quelque chose qui va être très difficile à déjouer, mais on commence à arriver et se rendre compte que, tu sais, ça marche pas, cette histoire de résidence principale. On a ouvert la porte là, à énormément d'abus, finalement, avec ça.
Je suis content qu'il y ait des journalistes comme toi, comme Mme Lebel également, là, dans ces dossiers-là, Anouk Lebel, qui mettiez le doigt sur les bobos. Là, je suis content que les villes s'en rendent compte. Je suis content qu'on sorte des dossiers comme ça, mais comme dans la plupart de ces choses-là, le problème, c'est qu'on les connaît, les problèmes. Là. On connaît le problème d'itinérance, on connaît le problème de l'augmentation des prix des logements. On connaît tout ça, mais on n'est pas capable de les régler. On n'a pas de solution dans les mains. Je pense que ça va être ça la prochaine partie. Mais vous, Dominique et tes collègues, Dominique Cambron-Goulet, journaliste d'enquête, vous avez fait votre partie du travail et merci de l'avoir fait. Merci, bonne journée. C'est un plaisir qui était partagé, Dominique Cambron-Goulet. C'est ce qui met déjà un terme à cet épisode. Merci d'avoir été avec nous également toute la semaine. Je peux vous promettre qu'au lendemain du débat Trump-Biden, on va avoir toutes sortes de choses à se mettre sous la dent d'ici la semaine prochaine. Est-ce qu'ils vont se trouver un nouveau candidat, les démocrates? Est-ce qu'ils vont être capables d'injecter assez de drogue dans le système de M. Biden pour qu'il t'offre encore 4 ans? Tellement de mystères qui seront résolus dès la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve dès le prochain épisode.